Bonjour à tous, merci encore une fois d'être là si nombreux. Merci à Mensa de nous donner l'occasion de parler de ce thème ce matin du burn-out. Je voudrais remercier particulièrement mes invités que je vais présenter dans un instant. Et donc on a une pensée pour le professeur Lançon qui n'a pas pu être là ce matin. Je remercie aussi Nicolas de Montgolfier et Agnès de Rouget d'avoir permis de nous aider à trouver en dernière minute nos intervenantes. Donc voilà, merci à eux. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la question du burn-out. Et pour en parler, j'ai autour de moi Cécile Bost, à ma droite, donc, qui est diplômée de l'IEP de Paris, qui est spécialiste du développement économique et de l'aménagement du territoire, et qui a écrit ce bouquin que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement, Différences et souffrances de l'adulte surdoué, donc aux éditions Vulbert 2011, qui est donc le fruit de son travail de recherche et de collecte de témoignages sur la question du haut potentiel chez l'adulte. Elle est également l'animatrice d'un site de ressources, donc talentsdifférents.com. Voilà, c'est Cécile. Également le docteur Oléron, donc à ma gauche, qui est médecin, donc, qui a d'abord exercé sa carrière comme urgentiste, puis comme médecin généraliste, avant de se spécialiser en psychothérapie, alors avec diverses techniques, hein, nous en parlera certainement, l'imagerie mentale et idétique, l'hypnose, l'analyse transactionnelle, les TCC, enfin voilà, tout un éventail de techniques et qui prend en charge beaucoup de personnes en burn-out et incidemment beaucoup de personnes à haut potentiel aussi. Enfin, Manuela Cado, qui a également accepté de venir en renfort, qui est psychologue spécialisée en développement des organisations et dans les questions de santé psychique au travail. Donc elle a été formée à l'université de Sherbrooke au Québec et elle a passé d'abord 12 ans dans le secteur des ressources humaines et de la sécurité au travail avant d'ouvrir son propre cabinet en 2007 pour intervenir auprès des entreprises et des professionnels sur la question des difficultés psychosociales. C'est bien ça. Voilà, vous n'hésitez pas à compléter tout à l'heure si je n'ai pas bien présenté. Donc peut-être qu'on peut commencer d'abord par rappeler les spécificités de l'adulte à haut potentiel. Donc Cécile nous a préparé une petite intervention là-dessus. Merci. J'ai absolument pas l'habitude des micros. Bon. Je suis un adulte comme les autres, c'est-à-dire que il a fallu qu'un de mes enfants ait des difficultés pour que je découvre que je fonctionnais d'une façon qui n'était pas tout à fait dans la norme. Et comme je suis tombée sur des médecins en particulier pour cet enfant qui réputé pourtant, ils m'ont dit le surnom c'est une vue de l'esprit, ça m'avait un peu tracassée. Donc je sais qu'il y a ici dans la salle des gens qui n'ont pas forcément encore d'informations précises sur ce que c'est que le surnom. Donc je voudrais juste leur dire que oui, ça existe et que même ça peut se visualiser. Les soviétiques, avant la chute du mur, s'étaient déjà beaucoup intéressés au surdon. Ils avaient découpé plein de cerveaux en lamelles et ils avaient bien étudié ce qui se passait et ils se sont rendus compte qu'il y avait bien des différences. Einstein lui-même a donné son cerveau à la science. Il y a 240 petits bouts qui se baladent et qu'on étudie et qu'on continue à étudier. De façon moins invasive, parce que vous l'aurez compris, les cobayes dont on étudiait les cerveaux en les découpant en lamelles ne servaient plus beaucoup après. On est quand même allé regarder de plus près avec des IRM, avec des électroencéphalogrammes, avec de la scintigraphie. Alors on vous injecte du césium dans le cerveau, ça vous rend encore plus brillant quand vous êtes déjà brillant. Ça se valide. Je vous invite sur Talents Différents à aller jeter un coup d'œil sur la catégorie source et vous verrez toutes les communications sur le sujet. Donc il y a une vraie réalité. Le cerveau capte plus d'informations, les traite plus vite et en stocke plus, et ceci dès avant la naissance. Et c'est rédhibitoire. Grosso modo, les suites géométriques, 2 x 2 égale 4, 4 x 4 égale 16. Quand vous avez jusqu'à 2 fois plus de neurones dans le cerveau, vous imaginez ce que ça donne en termes de connexions. 2 x 2 neurones égale 4 connexions, 4 x 4 neurones égale 16 connexions, et ça ne s'arrête jamais. Alors, ok, le cerveau, très bien, mais on n'est pas que des cerveaux sur pattes. Donc, ça donne quoi au quotidien? Alors, j'ai trouvé chez Marie-Hélène Jacobsen un bon résumé en 3 mots-clés. Intensité, complexité et drive. Alors, on va revenir sur drive. Je sais que c'est un mot qu'on peut utiliser en psychologique, donc je l'utilise, mais j'aime pas trop. Alors, l'intensité, c'est quoi? Je me suis posé la question de savoir si on commençait par le positif ou le négatif, mais comme en général les surdoués sont les champions dont je suis nul, on va commencer par le positif pour terminer par le négatif. Je pense que ça va plutôt bien dans le paysage.
Donc, le positif, c'est l'agilité verbale. Caroline, est-ce que je parle pas trop vite, ça va? C'est l'agilité verbale qui va aussi avec un humour qui parfois est assez décapant. C'est une grande curiosité associée à de l'empathie. On pourra en reparler, l'empathie c'est un vrai sujet. C'est grosso modo être absorbé par les émotions des autres. Mais c'est aussi beaucoup de concentration, malgré les apparences, et quand on le veut, qui va avec une énorme énergie. Quand on est concentré, quand on a un sujet qui nous plaît, je peux vous assurer que ça dépote. Et puis, ça permet aussi justement d'affronter certains challenges. On est assez excité par le challenge. Alors ça, c'est le côté positif. Terminons donc par le côté plombant. C'est la fameuse hyperesthésie. Puisqu'on a jusqu'à 2 fois plus de neurones, et ben, on est 2 fois plus sensible. Et donc, on est fatigué par beaucoup de choses parce que les sens, ça ne s'arrête jamais. Où est le bouton off? Tout le monde connaît. C'est l'horreur. Donc, on en a marre d'avoir les lumières. Et encore, bon, enfin... le bruit, et ainsi de suite. On se fatigue beaucoup plus vite. On râle beaucoup plus vite aussi. On a plus facilement des allergies, plus facilement des petites manies. Je vous parle des émotions. Émotions, waouh, en live. Aussi bien dans le côté positif que dans le côté négatif. Moralité, vous le savez, nous sommes des gens trop. Je vous laisse passer tous les trop qui vont avec. Ça favorise le fameux décalage, dans un sens comme dans le décalage de ressenti, qui fait qu'on peut arriver à culpabiliser un petit peu. Cette intensité favorise aussi l'impulsivité qui, à côté du challenge, peut favoriser la prise de risque. Ça, c'est le premier point, et c'est vraiment purement de la neurologie, c'est-à-dire que là, on est dans l'idée pure. Après, il y a la complexité. La complexité, c'est l'intégration de l'information sous toutes ses formes. Toute information sous toutes ses formes. Avec la possibilité de tout stocker tout ça en mémoire, il y a une mémoire de taille, ce qui fait que vous demandez d'où vous avez sorti ça, ne cherchez pas, vous l'avez capté un jour, vous ne savez même pas quand. C'est ce qui favorise aussi la pensée divergente, parce qu'on fait des rappels de mémoire dans tous les sens, ça vous permet d'entendre dire « mais non, mais c'est pas le sujet, mais pourquoi tu me parles de ça, ça n'a rien à voir ». Si, ça a à voir, mais il faut arriver à faire la logique. Ça permet quelqu'un qui a un esprit très critique, trop critique, mais ça permet aussi quelqu'un qui est très créatif, voire visionnaire. C'est quelqu'un, grâce à cette complexité, qui a une grande capacité d'adaptation, qui peut être extrêmement polyvalent, et qu'on peut retrouver comme facilitateur ou traducteur. Quelqu'un qui va marcher en interstitiel entre des mondes qui a priori ne se parlent pas, parce que justement, il est tellement adaptable, il ou elle est tellement adaptable, qu'il peut arriver à faire se parler ces mondes. Donc ça, c'est le côté positif. Maintenant, on va passer au côté plombant, comme tout à l'heure. La complexité, c'est tellement simple de penser complexe que pourquoi les autres ne pensent pas comme ça, quoi, zut. Exigence, voire intransigeance, associée à un souci de justice, mais alors, puis qu'on arrête de dire que les surdoués sont des bisounours, le souci de justice, ça peut être Torquemada, quoi. Je ne suis pas sûre que Torquemada... Le fond l'emporte sur la forme, donc il y a un petit côté un peu râpeux parfois dans la façon dont on présente sa façon de voir. Comme on attrape toutes les informations, c'est le risque d'éparpillement. L'ennui qui va avec. Bon, maintenant on fait quoi? Pire, ça peut être la dépression existentielle. J'ai fait le tour du monde sur la Terre, maintenant on fait quoi? Ah, je suis coincé. Ça, c'est un vrai souci. Donc, intensité, complexité, et le fameux drive. Alors, quand on regarde sur Word Reference, on trouve pulsion, moyen, mobile profond, moyen. Ça n'a rien à voir avec l'ambition, c'est pas je veux devenir grand, riche et célèbre, c'est pas en général ce qui fait courir à surdoué. Moi, j'aurais tendance à résumer par démon personnel et voix intérieure. Donc, le positif de ce qui fait courir, on n'arrive pas trop à comprendre ce qui anime, ce qui fait courir comme ça un surdoué. Le positif, c'est cette curiosité, cette sensibilité à l'innovation. On repousse les murs, on va toujours plus loin, on va voir ce qu'il y a après. Qui est aussi associé à un besoin de transmission. Il y a un très fort sentiment de filiation. D'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on va, et je ne suis qu'un élément d'un tout. Et ça, c'est très fort. Il y a aussi la notion de persévérance, qui est aussi associée à l'indépendance d'esprit et qui est aussi associée à la volonté de travail bien fait, quel que soit ce qu'on fait. Il paraît que ça s'appelle le perfectionnisme. Versant un peu négatif de la chose, c'est l'autocritique. Nous sommes les rois de l'autocritique. On est nuls, forcément. Le doute, voilà, c'est une seconde nature. En réalité, le doute se transforme en manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi se transforme en frustration, en tristesse, en dépression, enfin bon, voilà. Sachant qu'à côté de ça, incapacité à lâcher prise. Mais
qu'est-ce que tu peux être têtu, mais tu veux pas arrêter un peu. Sachant qu'on n'est jamais satisfait, toujours plus loin, avec un fond d'anxiété, parce qu'on est rongé. J'en discutais avec un ami qui me dit, mais il y a quelque chose qui me ronge, j'arrive pas à définir ce que c'est, je sens que j'ai quelque chose à faire, mais j'arrive pas à définir ce que c'est. Et ça ronge très 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 longtemps. Bon, voilà. Et c'est ce fameux drive, en fait. Le risque, c'est le fameux burn-out. Justement, il me semble qu'on est là pour ça. Bon, alors voilà, ça c'est au quotidien, mais maintenant dans le monde du travail, ça donne quoi? Alors le monde du travail, je voudrais quand même vous rappeler une chose, le surdon, ce que je viens de vous expliquer, c'est juste neurologique. Il y a quand même, je vais dire, c'est de l'inné. Maintenant, il y a au cas la vie de chacun. On peut être malade, handicapé, pauvre, riche, malheureux, heureux, enfin il y a plein de sujets qui vont faire que, c'est pour ça qu'on parle de potentiel ou de haut potentiel, le surdon s'exprime plus ou moins facilement. Ça, c'est un premier point du côté du surdoué. Puis de l'autre côté, du côté de l'entreprise, il y a tous les types d'entreprises. Donc, il y a plein de situations dans lesquelles on va retrouver ces personnes-là. Côté surdoué, on va trouver 4 grands types de personnalités. Il y a ceux qui se camouflent. Ceux qui, depuis longtemps, depuis l'enfance, sont en inhibition intellectuelle, très souvent, ils se camouflent. Ils ne sont vraiment pas à la hauteur de leurs compétences réelles. Mais bon, voilà. Il y a l'acceptation. Alors ceux-là, ils ont tout compris et tout va bien. En général, on les trouve dans des petites boîtes innovantes, ils sont entourés de pairs et tout va bien. Il y a la sociabilisation. Il y a ceux qui ont compris qu'il faut surtout montrer aux gens ce qu'ils ont envie qu'on leur montre. Ils se cachent derrière, au risque d'une adaptation et des petits soucis qui peuvent aller, mais grande capacité de sociabiliser. Il y a la confrontation. J'ai raison, puis on n'en bouge plus. Ça fait des carrières en dents de scie. Des vraies ruptures. Il y a également l'isolement. On n'arrive plus à travailler avec les autres, on a besoin de rester chez soi. Ça peut être le no-life si on veut, mais il ne faut pas forcément critiquer cette façon de faire, c'est très difficile à vivre. J'ai lu quelque part en lisant les recherches de Franz Portet que les surdoués, allez on va passer au côté animalier, je sais que certains aiment bien ça, que les surdoués, moi j'aime dire que ce sont des drôles d'oiseaux. Franz Porten, qui est donc chercheur hollandais, dit que les surdoués sont les canaris de la mine. Alors, les canaris de la mine, je ne sais pas si vous connaissez, c'était ces petits canaris qu'on emmenait dans la mine. Dès qu'il y avait le gaz qui commençait à arriver, c'était les premiers à mourir. Donc les mineurs savaient qu'il fallait partir très très vite. Alors voilà, un surdoué, ça peut être un canari de la mine, c'est celui qui sent très très vite les changements. Il peut être le premier à tomber, mais très souvent on se rend compte que grâce à ça, ça fait évoluer les choses. C'est aussi un phénix, et j'aime bien l'expression, c'est-à-dire que les centres d'intérêt sont tels que, oui, il peut tomber, mais d'une façon ou d'une autre, un surdoué a des chances de se relever grâce à d'autres intérêts. Je ne dis pas que c'est immédiat, je ne dis pas que c'est une résurrection immédiate et que tout va bien, mais c'est très très important, c'est pour ça que ça me semble très important pour un surdoué qu'il le sache, qu'il sache ce qu'il est et comment il fonctionne, parce que quand il y a difficulté professionnelle en particulier, il va pouvoir rebondir, se retrouver. Ça, c'est essentiel et je trouve que c'est un grand message d'espoir à avoir. Alors, côté des RH, à quoi ça ressemble, un surdoué au travail? Dans les grandes lignes, on va noter des conflits avec le management, c'est quelqu'un d'absolument ingérable, même si le surdoué dit, mais je sais pas, moi j'ai juste envie de faire les choses bien comme il faut, quoi. Enfin, il est assez souvent perçu comme une menace, on ne comprend pas trop ses motivations. Il est le premier à être complètement à l'ouest avec ce genre de remarques, il ne voit pas du tout. Ce qu'il note en revanche, c'est qu'il dit, mais attendez, moi je dis les choses, personne ne l'écoute, et en général, c'est quand ça s'est passé que je leur dis, je vous l'avais bien dit, l'avenir me donne raison. Puis de toute façon, les gens sont trop lents, et puis on s'ennuie. Performance fluctuante, bah oui, le côté affectif, ça marche même à l'âge adulte. Patron sympa, yes. Patron pas top, bof. Et puis on en fait quoi? Il sait tout sur tout, il peut tout faire, il s'est adapté, donc plus il va en âge, plus il a fait le métier. Les petites cases, ça ne va pas avec un surdoué. Il est incasable. Bah oui, vous allez vous ennuyer. On se remarque que c'est quelqu'un de peu sociable et un grand râleur. Et un surdoué va vous répondre que d'abord je bosse comme un malade, ce que je fais c'est vachement bien, et personne ne reconnaît ce que je fais. Et puis de toute façon, la clim marche jamais, et puis il y a trop de bruit, et puis je suis en open space, et puis j'en peux plus, enfin voilà. Donc moralité, un surdoué c'est incasable et ingérable. Pour quelqu'un qui ne sait pas comment il fonctionne,
qui ne sait pas qu'il est surdoué, qui peut même être dans le déni de son mode de fonctionnement, c'est-à-dire ne pas accepter ce mode de fonctionnement. On arrive à des blocages, et moi je trouve que c'est un excellent défi pour les DRH et les recruteurs. Alors je suis très contente d'être là aujourd'hui. Merci. Merci. Merci Cécile. Alors pour le reste, on va plutôt procéder par question sur le terme du burn-out, donc épuisement professionnel, qui touche, on l'a écrit dans la plaquette dans le programme, entre 5 et 20% des salariés en France. Donc cette fatigue intense dont on va parler tout de suite avec le docteur Oléron. On va essayer de savoir qu'est-ce qui, dans le fonctionnement des adultes surdoués, peut être un facteur de vulnérabilité au burn-out. On vient de commencer à évoquer quelques pistes, de voir aussi ce qui peut constituer un facteur de résilience pour ces personnes-là. Et ce que notre souhait, c'est de laisser aussi un maximum de temps aux questions de la salle et aux réactions et aux échanges avec la salle. Donc on va essayer de laisser une bonne demi-heure à la fin pour ça. Donc préparez toutes vos pensées pour pouvoir ensuite dialoguer avec nos intervenantes. Et juste dans les remerciements, j'ai oublié, mais ça vaut le coup de le faire quand même, merci à Gaude. C'est grâce à Gaude qu'on a trouvé Agnès, qu'on a trouvé... voilà. Donc merci beaucoup. Donc alors sur le burn-out, peut-être que le docteur Oléron et Manuel Acado, vous pouvez nous rappeler un peu quelle réalité ça recouvre. Alors, je vais vous donner la définition, je trouve, la plus juste par rapport à l'expérience clinique que j'en ai en tant que médecin et psychothérapeute, parce que j'ai recensé 48 définitions. Quand en médecine, il y a beaucoup de définitions, c'est qu'en fait, on a du mal à cerner le problème. Alors, j'ai choisi celle de Manoukian, qui date de 2009, mais que je trouve la plus juste, la plus nuancée, donc je vais vous la lire et après on va détailler. Donc, le burn-out est un stress secondaire chronique lié à un vécu professionnel. On verra aussi que ce n'est pas que professionnel, on peut avoir aussi des burn-out d'accompagnants familiaux, etc. Il est issu d'une inadaptation des forces et des exigences en question dans la situation. Cliniquement, il se présente sous la forme d'un syndrome incluant une variété de troubles émotionnels, physiques, intellectuels et comportementaux, la diminution du sentiment de compétence et la frustration du besoin de réalisation de soi révèlent à la fois la présence et l'effondrement de l'idéal du sujet. Je vais reprendre ça morceau par morceau. Donc, le burn-out est un stress secondaire chronique, c'est-à-dire que c'est un trouble de l'adaptation au stress. Le stress, c'est quelque chose de physiologique dans la vie. C'est comment notre corps s'adapte à un monde qui change en permanence. Pas de stress, pas d'adaptation, pas de vie. Ça s'arrête. Okay, donc, le stress qui est toujours dans notre société utilisé dans un sens négatif est en fait quelque chose de totalement inhérent à la vie. On est ici, il fait chaud, on sort. Notre corps, pour rester à 37 degrés, va s'adapter, mettre en place un certain nombre de modes d'adaptation sous forme de frissons, etc., etc. Donc, un stress secondaire, ça veut dire en permanence dans notre monde de travail, puisqu'on est là pour parler du travail, on est en situation de s'adapter. Normalement, après une adaptation et un travail d'adaptation, il y a un temps de récupération. S'il y a des stress qui sont fréquents, sans temps de réadaptation, de récupération suffisant, on va développer un mode d'adaptation au stress plus chronique au niveau physiologique et ça va être ce qu'on appelle le stress secondaire chronique. Donc le burn-out est un stress secondaire chronique lié à un vécu professionnel, mais pas que. Il est issu d'une inadaptation des forces et des exigences en question dans la situation. C'est-à-dire que pour moi, le burn-out est vraiment une rencontre entre un type de personnalité, un contexte professionnel et un contexte plus international. Je parle avec les mains. Un contexte plus international. Donc, une inadaptation des forces, c'est-à-dire que la personne va faire énormément d'efforts de manière chronique, sans temps de récupération suffisant, dans un contexte qui demande beaucoup d'adaptation, avec des retours positifs insuffisants. Dans la récupération, il y a la reconnaissance du travail fait. Si c'est insuffisant, la personne va se mettre en burn-out. Quand quelqu'un prépare un marathon, par exemple, il sait très bien qu'il doit s'entraîner avant de manière régulière, progressivement croissante, qu'une fois qu'il a couru, il doit boire, manger, se reposer, faire des étirements. Si par exemple, il décidait de faire un marathon sans préparation, sans récupération, il tombe avant la fin. Premier marathonien, il est mort à l'arrivée. Dans le travail, c'est pareil. Si on fait beaucoup d'efforts,
sans temps de récupération suffisant, sans reconnaissance derrière qui est le mode de récupération face à l'investissement qu'on met dans le travail, eh bien on finit par s'écrouler. Il se présente sous la forme d'un syndrome. Un syndrome en médecine, c'est un ensemble de symptômes, incluant une variété de troubles émotionnels, physiques, intellectuels et comportementaux. Dans le burn-out, on va trouver des troubles émotionnels, des gens qui deviennent soit hyper irritables, soit hyper émotifs, soit totalement anesthésiés, cyniques. C'est comme ça qu'on trouve des soignants qui ont dédié leur vie à soigner les gens et qui deviennent maltraitants, par exemple. Alors, ils peuvent être tout simplement en burn-out. Des troubles physiques, la plupart du temps, le médecin généraliste voit arriver dans son cabinet quelqu'un en burn-out parce qu'il a mal à la tête, une migraine qui dure depuis 15 jours, un lumbago, des infections bénignes à répétition, une fatigue chronique, des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, des troubles digestifs. C'est en général le mode d'entrée dans le cabinet du généraliste. C'est « je comprends pas ce qui m'arrive, j'ai mal au dos, on fait des examens complémentaires, il n'y a rien » et on peut envisager le burn-out. Des troubles intellectuels, la personne va avoir des difficultés de concentration, des difficultés à trouver ses mots, une lenteur d'idéation, une difficulté à prendre des décisions. Des troubles comportementaux, vous avez un collaborateur qui est habituellement charmant, qui va faire valser son dossier à travers la pièce et quitter la pièce en claquant la porte. Il va devenir irritable, on peut avoir des problèmes de violence, un repli sur soi. Donc, le burn-out est un syndrome en médecine qui inclut ces 4 sphères de la personnalité, émotionnelle, physique, intellectuelle et comportementaux. Donc c'est assez difficile à cerner, c'est un faisceau d'arguments et naturellement l'absence d'un problème organique à côté, qu'on doit toujours aller vérifier, qui va permettre de faire le diagnostic. Donc c'est pas un diagnostic évident, c'est vraiment après un interrogatoire bien poussé, souvent il faut un peu de recul pour vraiment poser le diagnostic de burn-out. Et la diminution du sentiment de compétence, c'est-à-dire que régulièrement les gens qui sont en burn-out vont arriver en disant « je suis vraiment plus bon à rien, j'y arrive plus ». Et puis alors qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là? Ils en mettent une couche, ils travaillent encore plus. Donc ça va précipiter le burn-out. C'est-à-dire qu'on se trouve dans un cercle vicieux. Et le burn-out va à la fois révéler la présence et l'effondrement de l'idéal du sujet. C'est-à-dire que ça arrive à des gens pour qui le travail est un mode de réalisation de soi. Il y a des gens pour qui ce n'est pas le cas. Il y a des gens pour qui travailler, c'est juste avoir un salaire à la fin du mois et puis vivre. Ces gens-là ne font pas de burn-out. C'est ni bien ni mal, c'est juste comme ça. Par contre, les gens pour qui le travail est important, est un mode de réalisation de soi, eux sont à risque de burn-out. Il faut pour ça qu'il y ait en plus un contexte de travail et un contexte plus général qui va les amener à s'effondrer. Le burn-out, en général, la personne est dans le déni jusqu'à ce qu'il s'écroule. C'est à la fois un processus et un état. Quand on est dans le processus, on peut toujours faire marche arrière si on prend conscience qu'on est en train de tricoter un burn-out. Quand on est dans la phase état du burn-out, il n'y a plus qu'à s'arrêter. C'est arrêt sur image. De toute façon, le corps se charge de le signifier à la personne. En général, la personne arrive totalement incapable à travailler et là, on n'a plus qu'à le mettre en arrêt. Et ça peut durer longtemps à partir de ce moment-là. Voilà. Donc pour moi, c'est du développement durable de l'énergie émotionnelle du sujet que de traiter le burn-out. Merci. Est-ce que du coup... C'est gentil, mais comme elles vont dire plein de trucs super intéressants à chaque fois, gardez peut-être vos applaudissements groupés pour la fin, si vous voulez bien. Manuela, est-ce que peut-être on pourrait revenir sur, justement, on a parlé un peu des caractéristiques de personnalité, mais on l'a dit, il y a un contexte. Alors quels sont les facteurs organisationnels ou en termes d'organisation des entreprises ou des environnements de travail qui favorisent ce processus de burn-out ou qui peuvent au contraire agir comme prévention de ça? Alors, bonjour à tous. C'est difficile de prendre, de balayer l'ensemble des facteurs parce que, comme l'a dit le docteur, il y a vraiment l'aspect personnalité, il y a aussi l'environnement et le contexte dans lequel la personne va évoluer et dans sa dimension interpersonnelle et aussi intrapersonnelle, ce que vous soulignez, c'est-à-dire la valeur que l'on investit dans le travail.
et par rapport à une sphère de vie privée, familiale, culturelle, etc. Donc il y a aussi cet aspect-là, donc c'est vraiment tout un aspect dynamique, et c'est une des raisons pour lesquelles il faut effectivement avoir ce recul, parce que c'est notre comportement est vraiment la combinaison entre notre personnalité, notre environnement et la façon dont on va s'y adapter. Juste des choses, alors c'est vrai que je ne vais pas trop prendre la parole parce que l'idée effectivement c'est d'ouvrir aussi, mais de quelle façon moi en entreprise je peux être alertée ou me mettre en éveil, me dire tiens hop, il y a quelque chose là, qu'est-ce qui me fait réagir. Le burn-out souvent peut se traduire à la fois par des comportements d'abandon, liés à un épuisement dans le sens où il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien. Donc ça, dans ces cas-là, je peux voir effectivement quelqu'un qui est abattu. De la même façon, et à l'inverse, quelqu'un qui est en suractivité, qui ne s'arrête plus. Ça me fait réagir de la même façon, c'est-à-dire que soit c'est sa nature, il y a toujours de l'énergie, il y en a qui dorment que 5 heures, il y en a qui ont besoin de 14 heures de sommeil, donc c'est peut-être ça, mais ça peut être aussi par rapport à certaines circonstances la seule façon dont la personne a trouvé à s'adapter à quelque chose qui exige beaucoup d'elle, non pas parce que nécessairement on lui demande beaucoup, mais qu'elle se demande aussi beaucoup de choses dans sa réalisation au travail. Donc l'abandon, l'hyperfatigue est perceptible au sens de je baisse les bras, j'en peux plus, mais il peut y avoir aussi cette hyperactivité qui puisse nous mettre en alerte. Et puis par ailleurs, quelqu'un qui dit s'ennuyer, effectivement, qui renvoie à de la monotonie, c'est un troisième aspect du burn-out qui peut, ou du désintérêt pour les choses, alors qu'on sent que la personne, elle en parle avec tellement je dirais, un discours qui est nuancé, qui est riche d'explications, etc. On se dit, elle ne peut pas s'ennuyer vu l'intérêt qu'elle semble manifester au sujet, c'est quand même curieux. Enfin, donc, il y a aussi ce côté-là, comment les gens aujourd'hui, ils peuvent vivre des phases de monotonie, alors même que le sujet semble quand même les avoir nourris un certain temps. Donc, voilà, donc, le désintérêt, ça peut être aussi autre chose. Enfin, docteur, vous parliez tout à l'heure, c'était intéressant, des soignants dans le rapport aussi, que des fois on peut devenir maltraitant. Alors il y a aussi un autre phénomène qui s'appelle la fatigue compassionnelle, c'est-à-dire que ces métiers qui sont tournés vers les autres, sur les soignants, les intervenants aussi, tous ceux qui sont dans les relations aux autres au niveau du travail, eh bien, investissent émotionnellement beaucoup dans leur travail pour le soutien qu'ils vont apporter aux gens. Donc, en cela, je peux, moi, y compris moi, hein, on est tous concernés quand on est intervenant. Il faut dire qu'on n'est pas à l'abri de vivre cela, même si on sait ce que c'est. De toute façon, une fois qu'on est dans le courant, on est dans le courant. Donc, il n'y a pas de raison qu'on y échappe plus que les autres. Question de justice. Et par rapport à ça, du coup, l'empathie, donc si je fais un métier qui est tourné vers l'autre, c'est parce que j'ai aussi, je me sens à même de ressentir ce que l'autre vit. La fatigue compassionnelle et la compassion notamment, elle va dépasser l'empathie, puisque c'est la compassion qui va me pousser aussi à agir face à ce que je perçois de difficulté chez l'autre, et à cette empathie, du coup, va me pousser à agir pour l'amener à se remettre dans une posture d'équilibre et de retrouver du coup son état plus fonctionnel, et donc d'engager une résilience. Donc souvent les professionnels, à force de solliciter cette empathie qui les pousse effectivement après à agir, à accompagner, peuvent développer ce qu'on appelle une fatigue compassionnelle. Et c'est quelque chose qui n'est pas très encore évoqué, mais qui de plus en plus doit être intégré dans nos schémas au titre c'est une période de vie dans notre travail, et c'est pas une fatalité, et c'est pas quelque chose qui est sans voie d'adaptation derrière. C'est juste que voilà, je pense que c'est une fatigue qui est liée à une pratique un peu plus soutenue, et que parfois, et dans certains métiers, et dans certains pays, eh bien, il y a des psychothérapeutes, on leur demande de faire des pauses. Et bien ces pauses, c'est les temps de récupération donc, que vous évoquiez tout à l'heure. Eh bien, c'est aussi à mettre en lien avec cela. Donc on voit entre burn-out et d'autres noms, hein, comme la fatigue compassionnelle, des fois c'est pas facile de faire la différence.
Alors j'ai envie de dire, l'idée c'est pas de savoir diagnostiquer des choses, il y a des professionnels qui savent faire ça très bien. mais c'est de se dire que quand on le vit, eh bien effectivement c'est un bon signe aussi, parce que c'est un bon signe quand on est capable de se rendre compte que on est dedans là. Quand les gens disent bah oui j'ai pas eu d'autre choix que de m'arrêter, je dis félicitations. Là ils me regardent un peu bizarre, ils disent mais non, pas normal. Non, je suis pas normale, mais en même temps, si, parce que, comme vous l'avez dit, ça fait partie de notre adaptation. Et quand on dit que ça va mal, c'est le début de l'adaptation, parce qu'on devient capable de dire il y a quand même quelque chose qui tourne par rond. Alors, j'ai beau être pas très bonne dans ce que je fais, parce que je me sous-estime souvent, mais il y a quand même quelque chose qui m'amène à me dire pas comme d'habitude, j'ai pas l'énergie d'habitude. Il y a quelque chose qui fait en sorte que je ne me reconnais pas complètement, même si d'ordinaire, je ne m'estime pas non plus être quelqu'un d'extraordinaire. Donc, c'est simple de dire que ça va mal parce que c'est justement le début d'un processus qui peut permettre une adaptation. Voilà. Merci. Vous n'êtes pas gentil. Vous êtes vraiment mais c'est vrai que c'est très intéressant. Alors, est-ce que peut-être, docteur Oléron, vous voulez juste nous préciser la différence, justement, même si on ne va pas passer 15 ans dessus, mais par rapport distinguer le burn-out d'autres affections, d'autres difficultés psychiques, comme la dépression, par exemple? Oui, alors, une fois que le burn-out est installé, il va vraiment ressembler à une dépression. Cependant, ça n'est pas une dépression. La meilleure preuve, c'est que les antidépresseurs ne marchent pas très bien dessus. Marchent beaucoup moins bien, en tout cas, que dans les syndromes dépressifs, même si parfois on est quand même obligé d'en employer un peu. Et on s'en débarrasse beaucoup plus vite dans un burn-out. Ça ressemble à une dépression, mais ce n'est pas du tout une dépression. Ça ne se tricote absolument pas de la même façon. Et c'est vraiment lié à la difficulté que la personne aura rencontrée à prendre le temps de récupérer après avoir dépensé son énergie. C'est comme quand vous mettez de l'essence dans la voiture, si vous n'en remettez pas, elle s'arrête. Donc c'est de penser, et c'est là qu'on va avoir un grand rôle thérapeutique et éducatif vis-à-vis de la personne, à reconnaître ces signaux internes de fatigue et savoir quand il les a reconnus, à y répondre par un repos, par un exercice physique adapté, etc. Donc c'est une différence fondamentale avec la dépression. Est-ce que j'ai bien répondu? Oui, c'est assez clair. Donc peut-être pour synthétiser un peu sur ce qui, dans les caractéristiques des adultes surdoués, peut peut-être constituer un facteur de vulnérabilité à cette question du burn-out. J'ai relevé un peu ce que vous avez dit les unes et les autres. Il y avait la question de l'empathie, alors je vais dire excessive, même si on n'est pas dans une volonté de normalisation, mais de l'empathie hors norme, et de l'intolérance très forte à l'injustice, donc qui peut mener à ce que Manuela décrivait en parlant de fatigue compassionnelle, la question de l'hyperactivité et de la gestion de sa propre énergie, la question de l'ennui, je pense qu'on peut peut-être en reparler aussi, les difficultés d'adaptation plus générales à des modes de fonctionnement institutionnels, organisationnels qui heurtent l'organisation et le fonctionnement du sujet, et la question de la recherche de sens et du coup du sens qu'on donne à son travail. Est-ce que, Cécile, vous auriez des choses à ajouter dans ce qui vous paraît un facteur de vulnérabilité? Je n'ai pas encore pris conscience que j'étais en burn-out. Ça fait 3 ans que je suis en burn-out et je crois que je n'ai pas encore accepté. Merci de vos informations, parce que là, je crois qu'il faut vraiment que je me remette en cause. Donc, c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'étais à cette table ronde, c'est parce qu'effectivement, moi, je me suis entendue dire en 2010, tu es en burn-out, j'ai autre chose à faire, excusez-moi. Puis je voudrais quand même parler des femmes actives avec enfants. Oui. Merci. Parce qu'on peut toujours arriver effectivement à se faire mettre en arrêt maladie. Pour ma part, j'ai refusé, j'ai fini par accepter. Il faut dire que j'ai une coach qui m'a dit je ne te coacherai plus si tu ne fais pas mettre en arrêt maladie, tu es en burn-out, arrête tout de suite. Bon, je donnais à ma coach, je me suis arrêtée 1 mois, j'ai repris, je me suis réarrêtée 1 mois, j'ai repris, et puis un jour je suis tombée dans l'escalier, 1 an plus tard, sur 3 marches, pas grave, une entorse, ça n'empêche pas d'aller travailler. Et puis 1 mois plus tard, je suis tombée dans l'escalier, sur 10 marches. Ça a été une contusion osseuse au genou, 2 mois d'arrêt. Je me suis dit, la 3e chute, ça va être quoi? Et là, je me suis dit, il se passe peut-être quelque chose. Donc j'ai arrêté. Mais il y avait les enfants. Voilà, donc je voudrais quand même évoquer ça aussi. C'est que c'est assez compliqué.
d'arriver à se reposer quand on a des enfants. Je veux bien qu'ils soient surdoués, donc capables de tout faire tout seul, et être très autonome, enfin, demande affective très forte. Et donc voilà, je pense que ça c'est important de le signaler, comment on fait. Pour le reste, oui, effectivement, je pense que l'empathie, j'en parlais tout à l'heure, est quelque chose d'extrêmement important. Je disais se faire aspirer par les émotions des autres, mais c'est une hyper-conscience qu'on est un élément d'un tout. Si j'arrête de travailler, la chaîne se casse. Et c'est pas grave. Les gens passent leur temps à vous dire « Oui, mais les cimetières sont pleins de gens indispensables, arrête-toi. » Oui, mais bon, excusez-moi, je veux bien, c'est sympa, mais moi j'ai fait de l'aménagement du territoire. J'ai conscience que l'organisation des bus, la construction de logements, ça aide des gens. L'accès à la ville, c'est quelque chose d'essentiel. La cohésion sociale. Alors je suis d'accord, ça va peut-être beaucoup plus loin que mon simple travail. C'est peut-être aussi ce qui fait qu'il y a ce décalage, mais le fameux drive, on est dépassé. C'est aussi ça qui est très compliqué. C'est que je dirais qu'à la limite, on veut bien l'entendre sur le plan intellectuel, mais il y a quelque chose de plus fort encore qui pousse, et ça c'est extrêmement compliqué dans cette incapacité à lâcher prise. Il faut vraiment l'accident. Et je ne sais plus, vous racontiez que vous aviez une patiente à qui vous aviez dit... voilà, oui, j'ai une patiente qui... Alors, c'est elle qui me l'a rappelé il y a 2 jours, hein, où on concluait, elle était en train de conclure sur le fait que le burn-out lui avait changé la vie et l'avait grandement améliorée. Donc, après un passage difficile, naturellement. Et elle me rappelait ce que j'avais totalement oublié, que la première fois que je l'avais reçue, elle avait été envoyée par son chef d'entreprise parce qu'elle était tombée dans les pommes. Je l'avais examinée, elle n'avait rien, strictement rien. Après la consultation, j'avais vraiment à l'idée qu'elle était en burn-out. Et je lui avais soumis mon idée diagnostique. Et elle me dit non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et je lui ai dit, vous savez, on peut attendre que vous soyez en réa, si vous voulez, pour reparler de ce diagnostic. Et moi, j'avais complètement oublié que j'avais dit ça, mais apparemment, ça lui a vraiment fixé les idées. Et m'a-t-elle dit, c'est ce qui lui a fait accepter la première semaine d'arrêt de travail que je lui ai proposée. Et en fait, j'avais souvent cette même... Je dis j'avais parce que je me suis déconventionnée en juin et que maintenant, je n'ai plus de rôle de médecin généraliste. Donc, en règle générale, j'arrêtais les gens une semaine en disant, bah, écoutez, on se revoit à la fin de la semaine et on va faire le point. Et quand j'avais comme arrière-pensée qu'ils étaient en train de démarrer un burn-out, à tous les coups on gagnait, au bout de la semaine de travail, ils étaient 10 fois plus crevés qu'avant. C'est-à-dire que la semaine de travail avait permis de décrocher. Et décrocher, j'ai dit quoi? La première semaine d'arrêt de travail avait permis de décrocher et de prendre la mesure de l'ampleur de la fatigue. Et en général, les gens arrivaient donc pour vérifier qu'ils étaient capables de reprendre, en me disant « mais je comprends pas, ça fait une semaine que je dors, je fais la sieste tout l'après-midi, je me lève à 11h, je dors le soir à partir de 8h, et je suis encore plus crevée qu'avant. » Et là, on pouvait commencer à discuter. Parce qu'on ne peut commencer à traiter un burn-out que quand la personne en prend conscience. Et c'est vraiment la phase la plus compliquée. C'est d'accepter, oui, je suis en burn-out. Non, je n'ai pas démérité. Et là, on peut commencer à travailler. Donc, en général, c'est d'abord le corps qui prévient que ça ne va pas. Et il prévient de plus en plus fort. C'est-à-dire que, comme le dit Cécile Bost, on se fait d'abord une entorse, et puis comme on reprend, on fait pire, et pire, et pire. Alors justement, en termes de prise en charge, une fois qu'on a réussi à faire prendre conscience à la personne de ce qui se passait, qu'est-ce qu'on peut proposer aux gens qui font un burn-out? Donc, on rappelle quand même que c'est nécessaire de se faire aider et qu'on n'en sort pas seul du burn-out. Qu'est-ce qu'il y a en termes d'accompagnement qu'on peut mettre en place avec peut-être des spécificités dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel? Alors, le burn-out, c'est à la fois un processus et un état. C'est-à-dire que tant qu'on est dans le processus, on peut encore faire marche arrière, et là, l'arrêt de travail n'est pas forcément une obligation. Par contre, quand on est dans l'état burn-out, le traitement, c'est l'arrêt de travail, et c'est un arrêt de travail prolongé, qui peut aller de quelques semaines à quelques mois à 18 mois. Ça peut être très long. Donc, le premier traitement du burn-out, c'est l'arrêt de travail. Ensuite, il y a la prise en charge en psychothérapie. Après, quand les gens commencent à aller un peu mieux, on peut faire de la rééducation à l'effort physique, parce qu'il y a une fatigue de fond à travailler. Donc, en parallèle, un arrêt de travail, psychothérapie. Souvent, au début, on est obligé d'utiliser des psychotropes, ne serait-ce que pour faire dormir les gens.
les aider à s'endormir. Et après, on adapte suivant la personne la prise en charge en psychothérapie. Et est-ce que vos patients à haut potentiel intellectuel, vous détectez des différences dans l'accompagnement dont ils ont besoin? Oui, oui, parce qu'on va devoir les outiller à gérer mieux leur hyper-empathie. On va devoir les outiller à entendre leurs signaux corporels, leurs signaux de fatigue, les outiller à interroger leur sens des valeurs et leur sens de l'engagement et peut-être à voir où sont les limites, etc., qui seront peut-être moins présentes chez des personnes qui ne sont pas à haut potentiel. Je voudrais juste préciser, vous dites prescrire des psychotropes, des antidépresseurs. Nous sommes des hypersensibles, des hyperréactifs, des hyperallergiques. Donc n'hésitez pas à discuter avec votre thérapeute de doses pédiatriques, pour ne pas dire homéopathiques. Je me suis vue administrer, chaque fois qu'on me donne un médicament, je fais une hépatite médicamenteuse. On ne peut plus me soigner. C'est très chic. J'ai quand même un médecin qui est arrivé en disant ok, on va aller à dose pédiatrique avec le médicament que je vous administre. Puis on va voir comment réagit le foie. Ça s'est très bien passé. On est progressivement monté au 5e de la dose. Je lui dis je suis en train de commencer à développer un glaucome. Je suis en phase prédiabétique. On arrête, on continue. Du stop, vous arrêtez tout de suite. Donc attention à la prescription aussi, où il y a des hyperréactions en la matière. Voilà, je voulais juste le dire. Oui à la médicamentation, mais oui. Ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression de faire des hyperréactions, ça fait aussi partie de la norme. Ce qui est notre normalité peut apparaître comme pathologique. Il faut s'en souvenir aussi. Oui, et ça vaut pour les hauts potentiels, mais également pour les gens qui ne le sont pas, c'est-à-dire que comme le burn-out n'est pas une dépression, ces médicaments qu'on peut être amené à proposer parce qu'il y a une souffrance qui est terrible et qu'il faut bien aider les gens au départ, avant d'être accessible à la psychothérapie, il faut déjà avoir un petit peu d'énergie qui revient. Et effectivement, on peut le faire à faible dose, pendant une durée beaucoup plus courte. Et la particularité des hauts potentiels, c'est qu'il faut vraiment expliquer pourquoi, comment, dans quel but, comment ça fonctionne, où ça va sur les neurones, pourquoi ça va pas, ils vont pas faire de dépendance, pourquoi ils risquent d'en faire, comment ils n'en feront pas s'ils font comme ci, comme ça. Complètement d'accord. Là, il faut tout expliquer, accepter de négocier, de ne pas faire, on propose, et voilà. Je voudrais votre avis un peu à toutes les trois sur la question de la reconnaissance du burn-out en termes peut-être institutionnels même, parce qu'aujourd'hui c'est pas reconnu comme maladie professionnelle, alors que c'est le cas dans d'autres pays, pas dans beaucoup de pays non plus. Il y a plusieurs enjeux derrière ça, ne serait-ce qu'un enjeu financier, puisque ça veut dire que les coûts du burn-out sont supportés par la sécurité sociale et pas par les maladies, la branche accident du travail et maladies professionnelles. Donc peut-être les entreprises ne sont pas forcément incitées à travailler en prévention, puisque c'est la société qui va prendre ça en charge. Donc peut-être votre avis sur ce que ça peut représenter même pour la personne, parce qu'une reconnaissance comme maladie professionnelle peut peut-être permettre de sortir du déni et d'accepter le burn-out pour ce qu'il est et pas pour quelque chose qui est seulement de soi à soi. Alors, juste pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au fait de s'arrêter et puis par rapport à cette dimension de drive que vous évoquiez tout à l'heure, Cécile, ça me parle beaucoup parce que vous disiez en même temps qu'il faut beaucoup expliquer le pourquoi du comment effectivement au potentiel. Ce que je peux, moi, en tout cas, me rendre compte, c'est que quand ça m'arrive d'accompagner individuellement des professionnels qui sont en difficulté dans le travail, donc soit à mon cabinet, mais la plupart du temps, je suis en entreprise dans des interventions de niveau collectif, donc ce qui est dans toutes les deux dimensions. Néanmoins, quand je suis en consultation individuelle, ce dont je me rends compte, c'est que le lâcher-prise, effectivement, n'est pas simple. Le fait de dire « je me suis arrêtée », effectivement, c'est perçu comme un échec, parce que sociétalement, on nous le renvoie comme tel, même si moi, psychologiquement, je me dis que c'est le point de départ de quelque chose qui peut être qui peut aider à revenir, et vous le disiez très bien, je me suis arrêtée, je suis repartie, je me suis arrêtée, je suis repartie. Bon, donc on est bien sur des temps de récupération qui sont je dirais, on joue un peu là du coup sur des arrêts maladie, mais parce que faute de mieux, parce que la personne en fait n'était pas prête non plus effectivement à accepter autre chose. La façon de travailler aussi avec des hauts potentiels, c'est de les amener à comprendre que ce point d'arrêt au départ
eh bien, c'est quelque chose qui va nous orienter vers leur objet de travail va être différent. C'est pas leur travail. Leur objet de travail, cette fois, c'est pas les autres non plus. Ça va être eux. Et alors ça renvoie aussi des angoisses assez importantes parce que s'occuper de plein de choses autour, ça on sait faire, mais s'occuper de soi, alors c'est quelque chose que non, c'est pas possible. En plus, comme vous dites, il y a les enfants et tout ça, donc tout le monde est après moi. C'est pas un temps que je vais m'octroyer tout de suite. En tout cas, j'ai d'autres choses à faire. Je vais y penser, hein, mais je vais le faire plus tard. Donc nous, on se bat un petit peu à chaque fois. On dit qu'il faut négocier, mais disons que des fois, c'est par l'humour aussi qu'on l'a, ou dans la confrontation. Hein, en tout cas, c'est jamais doux à entendre, je pense, pour un haut potentiel, cette notion de lâcher prise ou d'arrêt, ou de faire pause. Donc souvent, ce que j'en dis, c'est que vous êtes simplement dans... C'est la même notion qu'être dans un ascenseur, c'est très désemparant pour des gens, parce qu'ils sont dans un état, on les fait rentrer dans un ascenseur, et le temps qu'ils montent à l'autre étage, vers un autre état, une autre forme de démarche, etc., ben là, ils n'ont pas de contrôle. Et ça, c'est particulièrement désagréable chez les gens qui ont des têtes bien faites et qui turbinent, je dirais, plus que d'autres. Donc, il y avait cette notion-là déjà qui me faisait écho dans ce que vous disiez. Et puis, par rapport à, effectivement, à la reconnaissance aujourd'hui du burn-out, il y a des cas de reconnaissance a posteriori de situations individuelles ou de dépression, mais à caractère professionnel. Mais ça veut dire que les professionnels ont dû faire une démarche auprès de la sécurité sociale pour avoir cette reconnaissance-là. Et ce qui veut dire, qui dit démarche, dit effort de persuasion sur des choses qui nous paraissent évidentes, enfin, après un long cheminement déjà sur soi, qui n'était pas gagné au départ, quand on voit ce que nous on a dû développer en tant que praticien pour convaincre. Alors, quand on voit toutes les étapes que va devoir parcourir la personne, c'était vraiment un chemin qui est énorme, de la même façon que les professionnels qui, des fois, disent « je veux engager un prud'homme », à chaque fois, il y a un échange très long là-dessus pour leur dire « c'est autant d'épreuves qui vont autant vous reconfronter à la situation et vont autant réveiller certaines réactions émotionnelles et physiologiques aussi ». Donc, pour certains, on parle même de stress post-traumatique. Hein, donc, à l'instar de gens qui ont vécu la guerre ou qui ont vécu un choc aigu. Donc, c'est toujours quelque chose qui est très engageant dans cette reconnaissance. C'est pas neutre d'aller la chercher, c'est ça que je veux dire. Non, c'est bien le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça demande l'effort de la personne, alors qu'il y a d'autres contextes nationaux où c'est reconnu d'emblée, comme on sait que c'est lié au travail, donc c'est reconnu. Je pense notamment au combat d'Ilma Schoffel-De-Witt, pour ceux qui connaissent, c'était l'épouse, enfin la veuve de ce cadre de la Poste qui s'est suicidé il y a quelques années, alors qu'il était en arrêt pour burn-out, et en fait il continuait à recevoir, même en arrêt, un nombre incalculable de mails professionnels, de SMS professionnels, tous les jours, et il s'est malheureusement suicidé. Et il expliquait que dans son pays, la Hollande, ça ne serait jamais produit comme ça, parce qu'il aurait été mis à l'isolement, éloigné de son travail, vraiment complètement éloigné de ça pour pouvoir se reconstruire. Peut-être on peut reparler, docteur Hollande, juste remettre l'accent sur la nécessité de cette coupure avec le monde du travail, une fois que c'est installé. Hein, je parle une fois que c'est l'état du burn-out. Oui, j'ai eu il n'y a pas longtemps un chef d'entreprise qui m'a appelé en me demandant des conseils, en me disant voilà, j'ai un collaborateur proche que j'aime beaucoup, qui est en burn-out, et comment on fait? Est-ce qu'on peut lui envoyer des petits mots d'encouragement? Est-ce qu'on tient au courant de ce qui se passe dans l'entreprise? Parce que c'est quelqu'un de très investi. Et nous, on se dit que ça va être dur pour lui de ne pas être au courant de ce qui se passe. Et puis, on a envie de lui dire qu'on pense à lui, qu'on a envie qu'il revienne. Et je lui ai dit, non, surtout pas. Il se serait cassé une jambe en faisant du ski pendant les vacances. Vous pourriez faire ça, ça lui ferait du bien d'avoir des nouvelles, de savoir qu'on pense à lui. Là, il est en burn-out, donc on n'envoie aucune nouvelle. Vous envoyez juste un petit mot en disant, voilà, à partir de maintenant, je ne vous contacte plus, non pas parce que je ne pense pas à vous et que je ne tiens pas à vous, mais parce que je sais que vous avez besoin de couper. Et c'est vraiment important de couper. Couper toute relation, même sympathique. Et de dire aux collaborateurs que c'est au moment où la personne qui est en burn-out reprendra contact, qu'à ce moment-là, on pourra à nouveau être en lien. Alors, on reparlera en fait tout au long de la journée de la question de la souffrance au travail, de la question de ce qu'on peut mettre en place en prévention
dans le rapport au travail des gens, et en l'occurrence des adultes surdoués. Donc on passe pas trop de temps là-dessus volontairement pour ne pas empiéter sur les tables rondes de la suite de la journée. Je voudrais maintenant qu'on parle du burn-out comme occasion de rebondir. En quoi cette crise-là peut être l'occasion pour les personnes, et en particulier pour les personnes, les adultes surdoués, de réinventer leur rapport au travail et d'une transformation qui leur permette, et pas que pour les adultes surdoués d'ailleurs, mais bon, comme c'est quand même l'objet de la journée, en quoi ça peut leur permettre d'être l'occasion d'une transformation positive. Du coup, question à toutes les trois. Je pense que c'est d'abord apprendre qu'on a des limites. C'est un petit peu difficile. Le cerveau n'arrête pas et a tendance à dire au corps tu suis. Mais puis le corps, il y a une vraie dichotomie corps-cerveau. Corps-esprit, mais là je dis bien corps-cerveau. Et donc le plus difficile, c'est d'apprendre à se reposer. C'est un mot, je pense que ça parlera beaucoup, enfant ou pas enfant, c'est un mot qu'on a beaucoup de peine à comprendre. On a toujours tendance, comme on est des insatisfaits chroniques, apparemment, alors qu'en fait on cherche juste à faire mieux les choses, et puis il y a tellement de choses à découvrir, et puis la vie est si courte, et puis zut, quoi, on va quand même pas passer notre temps à dormir. Enfin, ça c'est très très compliqué. Donc ça suppose vraiment de revoir complètement, d'apprendre une nouvelle écologie, j'aime bien ce mot-là, c'est ma coach qui me l'a enseigné, d'apprendre à vivre d'une autre façon. Ça c'est vraiment le plus compliqué. Je pense qu'à partir de là, ça permet de recentrer les valeurs qu'on peut avoir. Et je pense, je le disais tout à l'heure, simplement comment peut-on prévenir le burn-out. Je pense aussi que s'il y a autant de burn-out, et si on en parle encore plus, c'est qu'on est arrivé à une limite dans notre modèle économique actuellement. Et je pense que là, on plafonne, il y a beaucoup de victimes, et que ce plafonnement aboutit à un changement de paradigme. Les choses commencent à évoluer. C'est la fameuse génération X, Y, Z, ce que vous voulez, où c'est le travail tel qu'il est conçu actuellement dans des grandes organisations avec des schémas pyramidaux, ou petits soldats et tout, est en train de disparaître. On se rend bien compte de l'importance justement de pouvoir équilibrer ses propres valeurs, sa propre vie et son envie de travail. Travailler plus pour gagner plus, et effectivement, ça ne fait peut-être pas partie du futur quand on est passé en burn-out. Oui, le burn-out, systématiquement, va interroger pour la personne le sens de ses valeurs. La valeur qu'il donne au travail, la portion de sa vie qui va allouer au travail et comment réajuster en redonnant de la place à d'autres sphères de sa vie, de manière à trouver un meilleur équilibre. Ça va aussi interroger le sens de ses valeurs. J'ai eu des patients qui ont fait des burn-out parce qu'ils se sont retrouvés en conflit de valeurs au sein de leur entreprise. Juste un exemple, une personne qui travaillait dans les mutuelles et le sens de sa vie au travail pour elle, c'était de trouver la meilleure adaptation entre la demande de la personne, ses besoins, et la mutuelle qu'elle allait lui vendre. Et puis, il y a eu un rachat, etc. Enfin, bon, c'est pas du tout mon domaine, mais on lui a demandé de faire du chiffre et de vendre le plus possible et le plus cher possible. Et ça l'a mise dans une telle contrainte vis-à-vis de ses valeurs qu'elle a fait un burn-out. Et un burn-out qui s'est terminé par une invalidité et elle était presque à l'âge de la retraite, elle a arrêté. Et c'est terrible de terminer une vie professionnelle comme ça. Un burn-out va toujours, je ne connais pas de contre-exemple, hein. Il y en a sans doute, mais je n'en ai pas rencontré, interroger le sens des valeurs, la justice, et alors pour les hauts potentiels, c'est quelque chose qui a énormément de place dans leur vie. Et après le burn-out, on va forcément réajuster sa vie. On n'aura pas la même vie après qu'avant. Ce que ça vient évoquer aussi, c'est que le burn-out, effectivement, arrive dans la vie de quelqu'un, et alors d'autant plus dans la vie d'un haut potentiel, comme un drame personnel, avec un avant et puis un après. Et effectivement, dans cette interrogation des valeurs, c'est très parlant parce que là, du coup, c'est un effondrement de tout ce que l'on pensait pouvoir nous aider à nous guider dans notre existence, dans nos sphères perso, professionnelles. Et on se rend compte que ça a des limites aujourd'hui. Pardon. Et dans ces limites, ça s'est traduit par effectivement quelque chose qui s'effondre.
qui s'effondre malgré soi, parce que pour des professionnels, enfin des personnes qui ont beaucoup de capacités, comme nos potentiels, on aurait pensé qu'il se serait arrivé beaucoup de choses, mais pas nécessairement celle-là, pas parce qu'on se sent investi d'une quelconque force par rapport à l'autre, mais parce qu'il y avait beaucoup d'énergie, beaucoup de sollicitations, beaucoup de... Enfin voilà, ce sont des personnes qui sont multi-tout. Et du coup, de la même façon, elles sont multi-tout, mais ça peut arriver par toutes les portes. Par toutes les portes. Et donc là, c'est d'autant plus, je pense, pour les hauts potentiels, une démarcation assez forte entre l'avant et l'après. Venant réinterroger effectivement ses valeurs et la façon de fonctionner et le rapport aux autres. Et parfois même le rapport à sa famille. Enfin voilà, ça vient encore plus perturber. Donc je dirais, toutes les personnes qui vivent ce type de situation sont confrontées à cela. Les hauts potentiels, il n'y a pas de raison que ça change, hein. On est toujours dans l'hyper, donc l'hyper-phénomène. Et ça ne va pas être simple, hein. Ça va pas être simple, mais en même temps, de la même façon que c'est pas simple, en termes de résilience, ça peut être aussi amplifié et être hyper dynamisant. Et à la façon d'un arbre, plutôt qu'une chronologie d'étapes, ça peut être des résiliences dans différents aspects de nos sphères de vie. Donc c'est à chaque fois quelque chose de très fort, hein. Je dirais à la fois au niveau intrapersonnel, dans la conscience de ce que l'on est, de ce que l'on devient, et aussi physiologique, je pense, et kinesthésique, parce que les gens prennent conscience à un moment donné que j'ai même pris conscience que j'avais, certains des fois m'ont dit, un corps. Le matin, je sens que ça bouge en bas à droite ou à gauche. Quand ils disent ça, moi, j'hallucine un peu, parce que c'est des choses que je n'avais jamais réalisées avant. Non, et je trouve ça intéressant même. C'est intéressant. Oui, parce que là, tu te sens exister, et du coup, ça me renvoie d'autant plus. Et clac, je dirais, il y a un phénomène d'amplification de la notion de vie, d'adaptation et de regain. Et hop, on est reparti sur quelqu'un qui s'est remis en mode. Donc ça peut être aussi fort et intense et dangereux ou épeurant, angoissant dans ce qui arrive. Et autant de sources derrière, de possibilités d'adaptation si effectivement il y a une prise en charge qui est à l'écoute de ces différences. Je voulais juste réagir. Merci d'avoir exprimé ça si bien, parce que effectivement j'ai vécu ça quand je disais il y a une dichotomie entre corps et cerveau. J'ai pris conscience il y a 6 mois quand on m'a dit comment te sens-tu. J'étais bien en général. Puis là comment je me sens. Et j'ai pris conscience que j'avais jamais perçu que j'avais un corps. Compliqué. Voilà. Je voudrais aussi, je fais une hypothèse aussi quand même sur l'effondrement, ça m'intéresse beaucoup. Je fais une hypothèse, on en avait parlé avec des copains. Cette fameuse capacité d'adaptation dont je parlais, je pense qu'on est capable d'en prendre infiniment plus que la moyenne. Infiniment plus, d'endurer, de s'adapter infiniment plus loin que la moyenne. Donc je pense que dans le hyper, l'effondrement est à la hauteur de cette capacité d'embarquement. Voilà. On s'arrête vraiment après. Oui, vous me demandiez tout à l'heure si j'ai une particularité dans la prise en charge des hauts potentiels. Effectivement, je fais un gros travail en imagerie mentale et d'éthique avec les hauts potentiels. Avec les autres aussi, il y en a beaucoup plus sur qu'est-ce qui se passe dans le corps, quel est le lien avec ce qui se passe dans la tête, et on remet en route un aller-retour et une cohérence. On n'est pas juste un cerveau, on est un cerveau et un corps. Et en plus, on découvre que notre corps nous informe bien en amont qu'on a besoin de se reposer et qu'on peut, en l'entendant régulièrement, éviter de retomber dans un burn-out. Parce que quand on en a fait un, la peur, c'est de refaire un autre. Et c'est très important de remettre les gens au travail progressivement en les outillant à entendre leurs signaux corporels suffisamment tôt pour apporter le repos. Ou chez un haut potentiel, le repos, ça peut être simplement une autre source d'intérêt. Hein. C'est pas forcément rester allongé dans un lit. Hein. Donc, prendre conscience que le corps est là, qu'il nous envoie des choses très intéressantes, et effectivement que ça peut être très harmonieux avec un cerveau. Peut-être pour finir là-dessus sur les spécificités de l'adulte surdoué, quand même, Cécile pourrait peut-être revenir sur la question de la dépression existentielle et des cycles un petit peu dont parle Dabrowski. En fait, peut-être pour rassurer aussi les gens, une fois qu'ils ont fait un burn-out, que ça amène quand même vers quelque chose, vers une évolution. Caroline a tout dit, je ne sais pas ce que je vais rajouter. Oui, effectivement,
Très souvent, on prend la dépression comme étant « je suis nul » et on regarde vers le bas. Et la dépression existentielle, ça me semble intéressant. La dépression existentielle qui a été donc théorisée par Kazimierz Dabrowski, qui n'a pas fait que ça. J'aime bien rappeler aussi qu'il a travaillé avec un certain Piechowski, un Canadien, sur les fameuses hyper-excitabilités des surdoués. Donc, pour en revenir à Dabrowski, sur la dépression existentielle, c'est un peu, à mon avis, à mettre en parallèle avec ce fameux drive dont je vous ai parlé. Dabrowski dit, bon voilà, on a une personne à un instant T, elle est dans le groupe. Et puis elle commence à se poser des questions. Et ça va pas. Alors ça peut être une petite déprime. Et en fait, on se rend compte que ça va pas, c'est pas parce que ça va pas, parce que elle déprime et qu'elle est nulle et qu'elle n'a plus envie et tout, c'est que quelque chose, on sent qu'il pourrait y avoir un mieux. Mais ce mieux, c'est en changeant son point de vue, en changeant ses valeurs. Et le risque, c'est de se couper de son groupe d'origine. Donc c'est un vrai conflit interpersonnel, intrapersonnel. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change ou pas? Et c'est cette deuxième, on est à cette deuxième étape, puisqu'il y en a 5 en fait. Je ne les connais pas par cœur, hein, ça va être terrible. Donc cette deuxième étape, c'est le choix. Je fais le choix de continuer à explorer ces valeurs au risque de me couper du groupe. Et le groupe est vraiment important, le regard du groupe est vraiment important. Ou bien est-ce que je me refonds dans le groupe? Et cette étape 2, c'est l'étape de tous les dangers. Voilà, c'est le choix. Et ensuite, on passe à une étape 3 et 4. J'arrive jamais à me rappeler dans quel sens, comment ça fonctionne, donc je vais passer dessus. La 5e étape, c'est le bodhisattva. On se donne au monde, tout va bien, on est parfaitement équilibré, on est en phase parfaite, aligné avec ses propres valeurs. On a généré quelque chose qui fait que, de toute façon, personne ne peut plus rien nous dire, non pas parce que ça ne nous atteint pas, parce qu'on n'écoute plus, mais parce qu'on est tellement en accord avec nos valeurs, tellement unifiés, tellement équilibrés, que le regard des autres ne peut qu'être d'admiration. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est bien, si on peut conclure sur le bodhisattva, c'est très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, toutes les trois? Oui. On donne la parole à la Par rapport à tout à l'heure, ce qu'on disait, on parlait des valeurs, des valeurs. Et du coup, moi j'ai pensé valeurs, recrutement, la concurrence entre les valeurs de l'entreprise. Je vais y arriver, hein, c'est juste que je suis en train de réfléchir en même temps à ce que je dis. Les valeurs de l'entreprise qui parfois mettent en situation d'injonction paradoxale en fait, les professionnels, c'est-à-dire en contradiction avec leurs propres valeurs, donc ils ne peuvent pas faire leur travail comme ils le faisaient avant, mais ils ne peuvent pas ne pas le faire non plus, ils ne peuvent pas faire déjà leur travail comme on leur demande de le faire aujourd'hui avec les valeurs qu'on leur demande d'agir, mais ils ne peuvent pas non plus ne pas faire leur travail, c'est ça une injonction paradoxale. Et au Québec, il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur cette notion d'engagement au travail. Et de plus en plus, ils essaient d'élaborer des tests en fait, de recrutement qui peuvent accompagner aussi les RH pour davantage travailler sur les valeurs, c'est-à-dire au lieu de recruter des gens avec des tests de personnalité, davantage travailler sur des tests de valeurs communes entre les candidats et les entreprises. Et ça peut être aussi une voie qui restreint l'écart entre les deux. Le candidat, les postulants et l'entreprise. Et j'ai trouvé cette approche qui était assez intéressante. Alors, ils n'étaient pas partis nécessairement de nos problématiques à nous, ils étaient partis des notions d'engagement et des notions de talent au travail. Donc, talent dit aussi des fois différence dans les talents, dit des capacités différentes. Hein, et c'est peut-être aussi ça qui est intéressant. Plus que peut-être nous, notre culture franco-française sur les tests psychotechniques, qui semble encore très très présent dans bon nombre d'entreprises et qui pourtant ont déjà fait la preuve que l'on peut largement dépasser cette approche aussi aujourd'hui. Je voudrais juste rajouter, dans la même veine, à l'échelle d'un individu, le burn-out permet de mieux savoir qui je suis et de réfléchir à est-ce que je vais garder ce même travail en m'ajustant mieux ou est-ce que je vais modifier, changer de travail pour avoir un travail qui est plus ajusté à ce que je suis, plus en phase avec ce que je suis profondément. Et souvent, le burn-out amène vers ça, c'est un pas vers ça. Alors merci à tous les trois, je vais juste essayer de synthétiser un petit peu ce qu'on a pu se dire. Donc
quelques pistes importantes, la compréhension des caractéristiques des adultes surdoués qui passe déjà par le fait de se savoir surdoué. Hein. Je pense que Cécile, vous avez bien insisté là-dessus. C'est indispensable pour mieux cerner ces caractéristiques-là et pour du coup être aussi dans une démarche de prévention par rapport à sa propre hyperactivité, par rapport à sa propre empathie et toutes les autres choses dont on a parlé. La question aussi de réorienter ce drive vers soi-même, non plus vers le travail, mais vers soi. Qu'est-ce qui, moi, me grandit? Qu'est-ce qui, moi, a du sens pour ce que je suis? La question aussi de travailler sur ce que nous renvoie la société par rapport à la performance, par rapport à la possibilité ou non de prendre une pause, par rapport à la responsabilité des gens vis-à-vis de leur travail. Plus largement par rapport au rapport au travail, mais ça, on va en parler tout au long de la journée. Hein. Qu'est-ce qui, dans notre rapport au travail et même dans notre monde économique, nous rend malades? Il ne faut pas oublier que le burn-out est en explosion et ça s'accompagne. Hein, je veux dire, la compétitivité accrue de l'Allemagne, qu'on nous présente comme un modèle, se fait aussi au prix d'une explosion des cas de burn-out dans ce pays, par exemple. Revenir aussi sur la capacité de résilience vraiment propre aux adultes surdoués et en quoi cette résilience peut permettre que le burn-out soit l'occasion d'un changement. C'est dur de changer, mais le burn-out peut permettre de changer le travail, changer son rapport au travail, voir des choses, enfin, les possibilités sont limitées, hein, les gens peuvent sortir du salariat, peuvent réinventer complètement leur rapport au monde, mais voilà, que ça puisse être l'occasion d'un changement et du coup d'une évolution pour la personne. Merci à toutes les trois en tout cas, et je pense qu'on va pouvoir prendre les questions de la salle, que j'espère nombreuses. Vous pouvez applaudir là. Donc il y a un micro qui peut circuler. Questions, témoignages, réactions, indignation, contestation, absolument. Bonjour. Donc merci, c'était super intéressant. Alors la question, c'est comment fait-on en fait concrètement lorsque on se sent sur la mauvaise pente, qu'on est donc dans cet état de prise de conscience et qu'on est toujours dans le processus, hein, si j'ai bien compris, voilà. Et que malheureusement on n'est pas entendu. Vers qui se tourne-t-on et comment fait-on concrètement pour pouvoir stopper la machine? Vous n'êtes pas entendu par qui? Par l'employeur? Par le médecin qui ne comprend pas? Enfin voilà, je ne suis pas la seule, hein. On est dans un contexte d'entreprise un peu maltraitante et donc il y a quelques cas comme ça, il y en a de plus en plus. Moi, je vais vous répondre juste en tant que médecin. Il faut trouver un médecin qui vous entende mieux, qui vous entende bien, d'ailleurs mieux c'est pas suffisant, qui vous entende bien et qui vous oriente vers un psychothérapeute qui sait comment gérer le burn-out, en fait. Et pour l'entreprise? Alors pour l'entreprise, si on ne vous entend pas, c'est que d'ores et déjà, il y a certaines choses qui ne sont pas activées dans l'entreprise, notamment dans la conscience qu'il y a la santé au travail et qui aujourd'hui est très, je dirais, cadrée. Donc à la fois les premiers interlocuteurs, c'est les RH et le médecin du travail. Et si malheureusement ils n'ont pas cette initiative parfois de se mettre en rapport, eh bien c'est un petit peu les inciter. Si vous êtes plusieurs, eh bien rien n'empêche de solliciter le médecin du travail pour ce qu'on appelle des visites spontanées. Si vous ne souhaitez pas que l'employeur le sache, parce que vous avez besoin pour l'instant de le garder pour vous, il suffit de dire au secrétariat du service de santé au travail que vous souhaitez que votre employeur ne sache pas. Hein, parce qu'il me semble qu'il y a une case à décocher. Voilà. Donc il faut déjà l'alerter, hein, et que chacun y aille, quitte après à engager quelque chose de plus collectif sur l'entreprise et qui se tourne vers les RH pour leur dire eh bien, il y a quand même des difficultés dans le travail, donc soit les RH, soit aussi les représentants du personnel. Hein, qui ont, dans le cadre du comité d'hygiène et de santé et sécurité au travail, en fonction, en fait, à un mandat à s'intéresser à ce qui contribue ou non à la santé au travail, la santé étant, je dirais, un état global, hein, donc physique et psychologique. On ne pas faire une distinction, même si historiquement, dans la représentation initiale qu'on en a, c'était davantage, je dirais, la santé physique. Donc déjà se tourner vers ces professionnels-là qui doivent se mettre en contact et le mettre à un point d'ordre du jour au niveau du CHSCT. Et puis rien n'empêche le médecin du travail ou les représentants du personnel de faire une alerte.
à l'employeur, qui doit du coup, qui est sous la responsabilité de mettre en œuvre les moyens pour assurer la santé et sécurité au travail, sachant qu'aujourd'hui, on est dans un cadre de droit qui exige une obligation de résultat de sécurité et de santé, et non pas une obligation de moyens, ce qui était le cas avant. Aujourd'hui, c'est vraiment de résultat. C'est-à-dire que même quand il y a des cas de maladie, la Sécu peut très bien dire, mais ça ne devrait même pas exister, monsieur l'employeur, puisque vous êtes obligé aujourd'hui de faire en sorte qu'il n'y ait pas ce genre de choses. Alors, on n'est pas au risque zéro, mais l'idée est de s'en approcher au maximum. Cela répond ? Bonjour, j'ai une question. L'adulte HP, dans le cas du burn-out, en total, je dirais en zéro adaptabilité. C'est une espèce de phase où on s'adapte tout le temps. Et quand on a fait un burn-out, qu'on a traversé, qu'on est dedans, on refuse totalement l'adaptabilité. C'est qu'on est vraiment dans le zéro, la négation de l'adaptabilité. On se dit, pourquoi c'est pas les autres qui s'adaptent après tout? Parce que moi je m'adapte tous les jours, ça fait des années. Donc voilà, c'était juste un témoignage par rapport à cette phase de zéro adaptabilité. Il y a une espèce de refus. Moi je l'ai vécu comme ça, de refus total et inadapté. Ça, c'est la première chose. Je me disais que sur le net, il y a une pétition qui circule actuellement pour que le burn-out soit reconnu comme maladie professionnelle. Donc, je vous engage. Je crois que c'est appel-burnout. Voilà, donc si vous souhaitez aller la signer, il y a une pétition nationale qui est lancée. Et la question, c'est est-ce que le burn-out existe aussi chez les enfants surdoués? Ça peut exister ou ça a une autre appellation? Alors, j'ai pas connaissance que ce soit décrit comme tel, mais cliniquement, en consultation, moi j'ai vraiment le sentiment que certaines étiquettes phobie sociale peuvent être pour quelques enfants, et en particulier les hauts potentiels, ça ressemble tellement au burn-out de l'adulte que moi je pense, alors ça n'engage que moi, mais je pense que oui. Moi, je vous rejoins, peut-être parce que j'ai été confrontée, parce que j'ai une petite fille qui est dans ces circonstances-là et qui, à un moment donné, où elle était en limite, elle était dans une sur-activité, et puis d'un seul coup, elle a refusé de tout faire. Donc elle était dans une forme d'abandon, et c'était les maux de ventre qui prenaient le dessus, et les angoisses le soir. Donc, effectivement, moi, dans ce cas-là, en tant que maman psychologue organisationnelle, ça m'a fait comme waouh! Ça, je sais gérer à l'extérieur, mais chez moi, c'est quoi l'affaire? Moi, je voudrais rajouter une chose par rapport à ce que vous dites. Je pense que cet état, enfin, cette réaction, ça me semble essentiel que ce soit un état. C'est une réaction que j'ai eue, effectivement, et je me suis entendue répondre, mais pourquoi tu travaillerais pas pourquoi tu travaillerais malgré et pas avec? Ça veut dire que c'est une question de stratégie. J'ai trouvé une phrase un jour sur internet d'un grand commercial, alors forcément c'est américain, vous savez, ils font plein de choses, mais qui dit en substance, et je trouve que c'est assez bien vu, ce n'est pas c'est votre attitude et non pas vos aptitudes qui vont déterminer votre altitude. C'est pas mal. Yes, je vous la refais, sans filet. C'est votre attitude et non pas vos aptitudes qui vont déterminer votre altitude. Donc, j'entends ils ont qu'à s'adapter à moi. Le problème, c'est qu'ils sont vachement plus nombreux. Ça, c'est un vrai problème. Alors après, on peut devenir psychopathe et sortir ça, mais ça se termine en général très mal. Donc, c'est vraiment une question, à mon avis, de stratégie. Et je pense qu'il faut vraiment considérer cette réaction comme une étape. Et l'autre chose que je voudrais aborder, alors le docteur Auléron m'a dit non, on ne va pas parler de ça, parce que déjà que le burn-out, c'est difficile à reconnaître. Ben si, je vais oser, je vais le faire. Vous avez entendu parler du bore-out? La dépression d'ennui? Alors déjà que le burn-out n'est pas reconnu, vous allez voir votre employeur en disant « je m'ennuie ». Bon, c'est monstrueux comme truc. Je lisais un livre qui est « Comment faire pour… » qui est un livre anglais « How to make work work ». Et for a highly sensitive person, on ne dit pas gifted, mais highly sensitive dans le cas. Et donc il y a une personne qui disait, mais moi j'étais secrétaire, on me faisait coller des timbres et des enveloppes, et je dis, mais je m'ennuie. Alors on m'a donné encore plus de timbres et d'enveloppes à coller.
Je pense qu'en plus, votre intervention rappelle, on a parlé au début, enfin Pierre Guillaume a dit la journée c'est aussi comment on s'adapte au travail. Je pense que c'est aussi comment le travail s'adapte à nous. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours aux gens de s'adapter au modèle existant si ces modèles ont besoin d'être changés. Il y avait une question, je crois, au fond de la salle. Pour parler des attitudes, l'attitude c'est aussi une représentation de ce que l'on se fait et qui nous prédispose du coup à réagir. Donc c'est-à-dire que ça nous renvoie aussi, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est toujours nous qui nous adaptons. En même temps, on donne à voir aux autres qu'une partie de nous, c'est-à-dire la partie de la représentation de mon attitude n'est pas visible. Ce qui est visible, c'est le comportement qui lui est manifeste et la traduction de mon attitude au sens de ce qui guide. Et c'est ça aussi, c'est qu'on fonctionne dans un environnement où on comprend les choses à travers ce que l'on se donne à voir mutuellement. Et d'où l'intérêt de se parler. Bonjour. Le manque de détection de la douance peut-il provoquer un burn-out? Et si oui, comment, avec des problèmes cognitifs dus à une pathologie neurologique par exemple, on peut passer des tests, sachant qu'on part avec un handicap, puisque le cerveau vit un peu plus que d'habitude? Est-ce qu'on en tient compte dans les tests d'aptitude? On attend que la personne ait récupéré avant de lui faire passer les tests, c'est-à-dire qu'on garde à l'esprit, pendant la prise en charge en psychothérapie, on a à l'idée que probablement on est face à ce type de profil, merci. J'allais dire difficulté en l'occurrence. Et quand la personne va mieux, qu'elle a récupéré, là on peut lui faire passer les tests. Sinon on risque de mal les faire et de la plonger encore plus dans un désarroi, de lui avoir fait imaginer qu'elle avait un début d'explication et que ce serait vraiment dommageable de faire les tests avant que la personne aille vraiment bien. En revanche, je voudrais juste rajouter une chose. Rien ne vous empêche d'explorer ce mode de fonctionnement. C'est-à-dire, en l'absence de test, vous le dites surtout à personne, comme ça vous êtes tranquille, vous lisez en cachette, et puis vous revisitez votre vie à la lueur de ses spécificités, de ses trop, de ces petites phrases assassines. Il y a qu'à, faucon, tu dois, il faut, tu es trop, mais tu te prends pour qui? J'en ai une dizaine comme ça, qui sont assez intéressantes sur le sujet. T'en demandes trop, tu ne seras jamais satisfait, qu'est-ce que tu es têtu, tout ça, arrête de t'éparpiller, enfin, c'est trop. Relisez votre vie en absence de test, je vous conseille vraiment ça, d'accord? Ça peut déjà vous aider beaucoup. Dans le cas, par exemple, d'une sclérose en plaques qui est chronique et qui ne laisse pas le temps de se reposer. Alors, sachant qu'un bon thérapeute ou un bon accompagnant, vous me corrigez si je me trompe, ne s'arrêtera certainement pas à des tests et ne commencera pas et ne finira pas par ça pour vous comprendre et pour vous prendre en charge. L'anamnèse est essentielle et je dirais que écoutez sur internet les interventions du docteur Habib. Un enfant qui marche à 9 mois, je crois que d'habitude c'est 12 mois, 14 mois, un enfant qui marche à 9 mois c'est déjà pas très commun, et ainsi de suite. Donc on note dès la petite enfance, c'est même pas la peine de passer des tests de QI, on note dès la petite enfance un développement psychomoteur qui est particulier. Et si vous avez la possibilité de demander autour de vous, essayez de demander comment vous étiez petite aussi. Je veux juste m'amuser à citer un copain qui m'a dit oh, Clément, c'est arrivé l'autre jour, elle m'a dit papa, on a fabriqué la Terre comment? Mon père dit bah, c'est le Big Bang. Mais papa, Clément, ça a 4 ans. Juste aussi pour revenir un peu sur ce qu'a dit Pierre Guillaume au début de la journée, là on parle d'adultes surdoués, etc. Mais nous, c'est pas du tout notre volonté d'enfermer dans quelque étiquette que ce soit. Donc encore une fois, un bon thérapeute vous prendra vous tel que vous êtes avec toutes vos spécificités. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas une question de test, c'est une question de personne, de qui vous êtes, de votre façon de fonctionner, de tout ce qui vous constitue. Et si la douance en fait partie, très bien, quel que soit le nom qu'on lui donne, quelle que soit la validation qu'elle obtient. Je pense que c'est important, c'est l'équipe de la personne comme un tout qui est important. Oui, et puis la prise en charge au potentiel, elle ne va pas commencer le jour où le test va être fait. Le thérapeute s'en rend compte bien avant. Et de toute manière, va ajuster en fonction de ce qu'il pressent, ce qu'il... après le test, va juste confirmer et rassurer la personne qui croira que quand elle aura vu le test et en doutera encore après.
Mais la prise en charge, elle se fait en tenant compte, même si le test n'est pas là, quoi. Le thérapeute de prendre en compte ou non. Certains thérapeutes ne connaissent pas les choses. Parce qu'il y a encore beaucoup, il y a un travail très important d'information à faire encore auprès de beaucoup de thérapeutes qui ne sont pas sensibilisés à ces spécificités et qui donc passent à côté, mais avec la meilleure bonne volonté du monde. D'où la plaquette que vous trouvez à l'entrée et que je vous engage tous à diffuser largement auprès de vos centres de santé, de vos thérapeutes et de vos connaissances dans ce milieu. Et par exemple, pour adhérer à Mensa, si on n'a pas de test ou de choses comme ça. Oui, alors effectivement, ça pose problème en fait. Oui, Mensa, ça pose problème s'il n'y a pas de test. Mensa n'est pas non plus l'alpha et l'oméga du haut potentiel qui ne se réduit pas à Mensa, même si Mensa permet justement ce genre de journée. Et Mensa n'a jamais refusé Non, mais je dirais Mensa n'a jamais non plus refusé d'informer les gens, de les rencontrer, de les recevoir, test ou pas test. Et je peux vous dire que Mensa aide beaucoup de gens qui n'ont pas de test et qui ont ces questionnements-là, sans vouloir faire la pub de l'association. Oui, bonjour. Alors, je voudrais juste déjà dire, même ça, c'est absolument pas la panacée, c'est pas l'endroit super gentil, super bien où vous arriverez à aller mieux. Ça peut être bien, ça peut être très l'enfer. Donc voilà, c'est pas la première solution. D'autrement, je voulais juste dire, en fait, c'est bien les thérapeutes sympas qui sont super bien, qui sont super compétents et qui sont super ouverts et qui vous aident même si vous avez un souci et que vous n'avez pas le test estampillé. Il faut quand même être lucide. Qu'on soit surdoué ou pas surdoué, dans tous les cas, on peut avoir déjà tombé sur un thérapeute qui ne nous convient pas, il faut le savoir. Et ensuite, quand on est surdoué mais qu'on va mal, eh ben, c'est pas forcément évident de se lâcher assez pour aller mieux dans une thérapie quand on se rend compte que le thérapeute ne convient pas. Parce que vous pas rêver, quand on est dans les 2 ou les 5%, les thérapeutes qui sont ailleurs, quoi, ils ne comprennent pas comment on fonctionne. Donc quelque part, on doit, 1, se lâcher, mais 2, ne pas se lâcher avec quelqu'un dont on voit qu'il ne va pas nous comprendre. C'est super difficile, il faut quand même le savoir. Et vous ne l'avez pas du tout signalé, donc je voulais quand même parler. Oui, alors je suis complètement d'accord avec vous. Et quand j'étais médecin généraliste et que j'envoyais mes patients chez un thérapeute, je disais toujours, vous y allez. Moi, je pense que celui-ci pourrait vous convenir, mais on ne sait jamais ce qui va se passer dans les liens. Vous y allez 4, 5, 6 fois, et si ça ne vous convient pas, vous changez jusqu'à ce que vous trouviez celui qui vous convient, parce qu'on ne le sait jamais à l'avance. Au Québec, ils disent très bien que les psys, ça s'essaye comme des jeans. Alors, et c'est le premier facteur de réussite d'une psychothérapie. Pour information, les études sur l'efficacité des psychothérapies, le plus important, se noue dans le lien de la personne à la personne. Donc c'est vraiment l'alliance thérapeutique qui fait l'efficacité. Indépendamment de la technique, de l'école de pensée, etc., de thérapeute, ce qui compte, c'est l'alliance. Donc ça, c'est vrai pour tout le monde. Après, c'est peut-être plus difficile quand on a une spécificité et qu'elle est méconnue, qu'elle est mal comprise, mais d'où aussi l'intérêt de faire de la démarche de diffusion de l'information. Plus ce sera connu, plus on aura aussi de gens compétents à disposition pour pouvoir nous aider quand on a mal. Alors, c'est super parce qu'il y a plein de questions qui fusent, donc je vous propose de les grouper et d'avoir une réponse groupée à vos questions également. D'accord ? Merci. Alors, plus qu'une question, c'était de vous remercier justement sur cette immense clarté de vos propos et qui va contribuer à la diffusion de tout ce que vous éclairez. Et je voulais dire qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui sont capables dans le monde professionnel, qui ont la connaissance de cette problématique autour de la douance et qui peuvent accompagner sans forcément qu'il y ait un test à côté. Et je rebondis complètement là-dessus, et plus ce que vous faites va être diffusé, c'est vraiment formidable. Merci beaucoup. Alors c'est pas tout à fait sur le monde du travail, mais on a parlé du burn-out au niveau des mamans. C'est bien, l'arrêt de travail, il n'y a pas de souci. Bon, moi, je suis médecin généraliste. J'ai aucun problème à gérer les personnes qui sont en burn-out. Ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Mais les mamans, j'ai beaucoup de mal à les arrêter, surtout quand elles sont au foyer. Que les papas sont pas toujours très présents et que les papas qui participent énormément, c'est dans les magazines et pas nécessairement au foyer. Excusez-moi, hein, mais... donc je voulais savoir, une maman qui pète les plombs, entre guillemets, avec des petits,
qui est à la maison. Je vis à la campagne en plus. Comment on fait? Merci beaucoup pour la qualité des interventions. Moi, je voulais juste émettre une toute petite réserve concernant l'utilisation des psychotropes au niveau des personnes qui sont atteintes, enfin, dont le diagnostic est fait d'un burn-out. Il se trouve que je participais ces derniers jours au congrès français de psychiatrie qui s'est tenu à Nantes ces 3 derniers jours. Il y a eu plusieurs psychiatres, justement, qui ont tiré un petit peu la sonnette d'alarme pour justement évoquer la situation de patients qui leur arrivaient dans les cabinets, qui justement avaient été soignés, pardonnez-moi, par des médecins généralistes qui avaient un petit peu la main leste concernant les psychotropes et montraient combien ces psychotropes finalement avaient comme conséquence de susciter une forme d'indifférence. Or, ces personnes-là qui étaient en baisse de compétences au niveau de leur activité professionnelle se retrouvaient avec une compétence encore plus exacerbée et au final étaient dans une situation qui devenait bien plus alarmante alors qu'ils venaient pour une question qui était liée aux professionnels. Donc sur les psychotropes... Non, mais je suis vraiment d'accord avec vous, il faut être extrêmement prudent. Oui, alors moi je suis également concernée par le burn-out. Et la question que je me pose, c'est, j'ai une petite fille, donc on a abordé le burn-out chez les enfants. Et alors je vais poser ma question de cette manière-là. Est-ce que le burn-out peut être héréditaire, ou est-ce qu'il peut y avoir du mimétisme? Moi je sais que ma fille est très perfectionniste, ça m'alarme parfois. Voilà. Peut-être on reprend les différentes questions donc sur l'arrêt de travail impossible pour les mamans, pour les professions libérales également, la question dans la réserve vis-à-vis de l'utilisation des psychotropes et donc la question qui vient d'être posée sur le lien entre le burn-out chez l'adulte et chez l'enfant. Je vous laisse libre de réagir à ce que... Moi je réagis en mère, tenir. J'ai pas d'autre solution. Tenir. Non, enfin je dis ça en riant, excusez-moi, mais j'étais intéressée de savoir que le sport, on ne pouvait pas le faire à n'importe quel moment. Je me suis remise à faire du sport. Donc, tenir. Il n'y a rien d'autre à faire. Alors la seule chose que je puisse proposer le cas échéant, c'est effectivement, parce que moi je l'ai vécu il y a 12 ans, pour ceux qui ont lu mon livre, j'ai trouvé un chat. Et Internet a au moins cette facilité que même si on est loin, on peut arriver à entrer en contact avec d'autres personnes. Et même si c'est virtuel, même si c'est le soir, ce sont des moments volés. J'aurais tendance à dire, voilà, c'est ça. Tenir en volant tous les moments qu'on peut. Les voler. Ça, à mon avis, ça prolonge le truc. Hein. Ah, je vous en prie. Et moi, je réagis en tant que mère, et ce que j'ai vécu, c'est tout. Oui, alors, je crois que juste, je vais réagir là beaucoup à titre personnel sur le fait de dire qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie et que les circonstances auxquelles on fait face, il nous appartient, quand elles sont injustes, de les changer. On est d'accord qu'il y a une très grande inégalité hommes-femmes, y compris vis-à-vis de cette question du burn-out, que c'est vrai que dans les faits, ce sont les femmes qui se retrouvent à assumer la plupart des tâches à la maison, encore aujourd'hui, même si les choses changent, elles changent de façon extrêmement lente. Donc je crois que c'est aussi là qu'on voit que le burn-out nous renvoie à un problème de société beaucoup plus large, qui est de ce qu'on se donne comme aide mutuellement au sein de la famille, qu'est-ce qu'on donne comme possibilité aux gens qui sont parents pour se reposer de cette charge parentale-là. Je veux dire, c'est vraiment des questions qui sont ouvertes à toute la société. Et il y a la façon dont on fait face personnellement qui est effectivement, je tiens parce que j'ai pas le choix, mais il y a aussi collectivement à se poser la question des choix qu'on se donne les uns aux autres. Je voudrais juste terminer quand même, parce que bon, en attendant, on fait quoi? D'accord? En attendant, on fait quoi? Donc c'est pour ça que je dis, Internet, au moins, peut avoir cet intérêt. Il existe des forums, il existe des chats. Je ne dis pas d'y recourir systématiquement, et puis c'est comme pour un thérapeute. Il faut trouver la bienveillance nécessaire, il ne faut pas que ça fasse plus de mal que de bien, mais ça peut être aussi une façon de tenir. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous, là je réponds pour mon expérience personnelle, mais je n'ai pas de réponse. Alors, moi j'aimerais dire que tenir, oui, en se verrouillant, non. Et il existe des approches en psychothérapie, les TCC 3e vague, l'imagerie mentale et d'éthique, qui permettent d'outiller les personnes à tenir autrement
tenir en lâchant prise. C'est un paradoxe, mais c'est possible. Et que c'est vraiment en faisant un travail de ce type en psychothérapie qu'on peut apprendre à faire ça. C'est pas une fatalité, on peut y arriver. Pour reprendre aussi ce sujet, si on interprète comme un HPI, je me dis on fait comment pour arrêter une machine qui n'arrête pas de fonctionner. C'est-à-dire que là, dans la façon d'appréhender ce problème les enfants nous demandent beaucoup de choses, etc., c'est déjà, je dirais, dans les modalités d'approche de la situation qui pose problème, on raisonne peut-être trop en HPI, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est peut-être là, on est confronté à un problème aussi de méthode. Moi, c'est une chose qu'on m'a appris, c'est que ma poussinière faisait plein de choses, mais la méthode, c'était pas son truc. Alors du coup, je dis, je lui laisse une partie à chercher par elle-même, mais là où elle coince, c'est pas elle qui va réfléchir, ça va être d'autres personnes autour d'elle. C'est peut-être ça aussi, de savoir s'entourer de personnes en qui on a confiance. C'est pas nécessairement du thérapeute parfois, mais c'est quelqu'un qui est à même de vous renvoyer le fait que, ouais, mais pourquoi tu donnes autant d'importance à telle partie? Et si jamais tu pouvais lâcher là-dessus, tu pourrais ou pas? Donc c'est peut-être aussi parce qu'on raisonne trop HPI et dans la façon habituelle dans laquelle on fonctionne, que justement on se laisse, on voit l'afflux de ce qui va arriver. Et ce qui amplifie les phénomènes d'angoisse que l'on ressent, c'est notamment la perspective. C'est-à-dire que le HPI, on dit qu'il a une vision globale, lui il anticipe sur ce qui va arriver. Donc c'est je dirais, définitivement des prédispositions qui renforcent le phénomène d'angoisse. Et donc travailler, comme vous le précisiez, dans l'ici et maintenant, et davantage sur ce qui va arriver et sur cette sensation, c'est la corporalité. La corporalité, elle existe dans le présent. Donc c'est de se ramener à ça. Et honnêtement, si vous avez des enfants qui sont aussi précoces ou intellectuellement bons, ce sont des enfants qui ont l'habitude de négocier. Et bien je dis justement, à idiot et demi, t'es faire un égo, moi aussi. Dernière phrase pour tenir. Knox Nota, qui est un médecin hollandais que Mensa connaît bien, signale que les adultes surdoués finissent par ne plus vivre que dans les émotions négatives. Tristesse, frustration, colère. Donc pour tenir, je pense qu'on parle effectivement des CC et autres. Maintenant, quand on est à la campagne, qu'on n'a pas forcément l'argent pour pouvoir aller s'offrir un thérapeute qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, etc., je pense que c'est très très important de garder ça en tête. Attention, je suis submergée par les émotions négatives, trouvez par tous les moyens une émotion positive. Voilà, ça me semble important. Oui, je fais de la publicité pour ce livre. Knox Nota a écrit un livre qui s'appelle 11 cas d'école. C'est 11 personnes qu'elle a rencontrées, qui lui ont été envoyées, qui analysent ça. Et je trouve vraiment important de penser que nous ne sommes plus submergés que par des émotions négatives et qu'il est vraiment important de trouver tous les moyens. C'est la joie et la surprise joyeuse, les émotions positives. Trouver tous les moyens, même si c'est quelques secondes par jour, la joie de quelque chose, apprécier. Voilà. Ça, c'est important pour tenir. Bonjour. Moi, je pense que j'ai battu un record. J'ai écouté Madame Bost déjà. Je vous remercie parce que tout ce que vous avez décrit, j'avais l'impression que vous parliez de moi. Donc, j'ai failli. Mon hypersensibilité était encore présente. Je me reconnais aussi parce que vous avez parlé de dépression existentielle. Donc, j'ai eu un enfant qui avait des gros problèmes de santé. Donc, je l'ai assisté à l'hôpital très souvent et je travaillais à la Poste. Dont vous avez parlé, et on me téléphonait pour avoir mes chiffres, etc., alors que mon enfant était entre la vie et la mort. Bref. Et puis, par rapport au burn-out, la description que vous en avez faite, je pense que ce n'est pas par rapport au potentiel. C'est un peu trop généraliste pour moi, puisque le premier burn-out que j'ai fait donc, à la Poste, c'était par l'hypersensibilité, c'était par l'empathie, par le travail que je développais de plus en plus. Je rentrais tard à la maison, je voulais atteindre des chiffres, mais je ne comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. J'ai fait un burn-out qu'on n'a pas pu m'expliquer, puisque j'étais avec une psychiatre qui me donnait des médicaments, tout ce que vous avez pu décrire. Et puis, je ne me reconnaissais pas avec cette personne, c'était difficile, le contact se passait pas très bien, surtout lorsque, en tant que précoce, on commence à poser des questions à la thérapeute, donc les rôles commencent à être inversés. Et puis j'ai rencontré donc mes enfants au
voyait qu'il y avait quelque chose aussi. Et par des tests, on s'est aperçu, sur 3, j'en ai 2 qui sont précoces. Donc à partir de là, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose aussi pour moi. Donc j'ai changé de travail, j'ai fait un deuxième burn-out parce que je m'ennuyais, c'était terrible. Et un troisième, en 2013, là où on a vu que mes enfants étaient donc précoces. Et donc ça, c'est ma note d'espoir. Et je me suis dit, mais pourquoi? Et quand j'ai su que mes enfants l'étaient et que je l'étais, et bien là, l'espoir, c'était, mais voilà, cette hypersensibilité, c'est la précocité. Cette empathie, c'est l'hypersensibilité. Donc, le burn-out, on peut s'en sortir quand on est précoce. Parce qu'on a quand même des raisons, des sources, on sait pourquoi. Et juste pour essayer de faire court, vous parliez des enfants, que c'était compliqué parce que vous étiez une mère. Moi, je suis donc un parent, un père. Je suis extrêmement proche de mes enfants. Et ça a été un moyen. Ça a été un moyen de m'en sortir parce que je me suis accroché à eux. Eux me donnaient justement de l'espoir, de la vie, beaucoup de vie, surtout avec des enfants précoces dans une maison, vous imaginez. Donc ça a été vraiment un espoir. Donc, je me suis accroché avec eux et je pense m'en sortir grâce à eux. Voilà. Je pense que c'est, je ne dis pas de mettre en opposition, hein, le travail peut apporter beaucoup de bonnes choses, les enfants peuvent apporter beaucoup de bonnes choses. C'est les mêmes choses qui nous nourrissent et qui nous détruisent, hein, je veux dire, donc il ne s'agissait pas de mettre en opposition. Oui, non, il s'agit de positiver et juste réagir à ce que vous avez dit sur le côté généraliste. Notre souhait, c'était de voir quelles sont les caractéristiques des adultes, surtout qui peuvent les mettre aussi à risque de burn-out, mais c'était surtout de ne pas limiter à ça, parce que pour pas, si vous voulez, masquer le fait que c'est un problème de société, c'est un problème qui a aussi des racines organisationnelles, sociales, économiques, et qu'il ne faut pas oublier ça et juste réduire ça aux caractéristiques des personnes et à leur capacité d'adaptation. Et que je pense qu'on peut imaginer un monde où tout le monde, quelles que soient ses particularités, y compris le fait d'être surbrillé, puisse vivre son rapport au travail sans passer par un burn-out.